Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hop. Merci d'être venus nous voir. Bon, ok, je sais bien que c'est pas nous que vous êtes venus voir. Donc bienvenue à cette nouvelle édition du coup de BDX.io. On est là pour parler de Swarm. Eh ben parlons de Swarm. Allons-y. Un peu. Donc d'abord les présentations. Je présente Florian. Bonjour à tous. Je m'appelle Florian Garcia. Je bosse chez Hippon Technologies. Mes principaux domaines de compétences, c'est principalement du Java, du Kafka, du Docker en ce moment. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Et puis je poste que de l'informatique, hein, vous inquiétez pas. Et Jérémy Mont-Saint-Jean. Chez Hippon Technologies aussi depuis quelques années. Du Java, du microservice, du Docker, etc., et beaucoup d'élastique aussi. Voilà, donc chez Hippon, on vient de fêter notre 15e anniversaire, à peu près 300 collaborateurs aujourd'hui. Et maintenant sur 4 continents, très fiers de l'Australie, notamment. Enfin bon, bref. Et comme beaucoup de sociétés aujourd'hui sur Bordeaux, nous recrutons beaucoup. Enfin, on cherche en tout cas. Donc attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Non. Ce talk qu'on vous présente, c'est une suite d'un premier talk qu'on avait fait, notamment au BDX, au JAG, au Bordeaux JAG. On l'avait animé aussi en hands-on au Devox. D'ailleurs, est-ce que des gens l'ont vu, la version 1, ici, à main levée? Ok. Cool. Personne. Très bien. Parfait. D'accord. Vous inquiétez pas, on va reprendre un petit peu le contexte. Ouais. Faisons ça. D'ailleurs, précédemment, du coup, dans notre petite aventure, Swarm. Donc on avait deux services différents. On avait le service qui s'appelait Pool, un microservice en Java, qui, comme son nom l'indique, en fait, avait un pool de connexion pour appeler d'autres services. Cet autre service, c'était Sleep. Et donc Sleep, microservice Java encore une fois, lui avait un seul rôle, comme son nom l'indique, de faire un temps de pause donné en fonction de la configuration. Et on avait aussi un service de Discovery. Donc ça, c'était la toute première architecture, où du coup, le Discovery, c'était un microservice Java, donc Eureka, avec Eureka. Et donc, à l'instanciation de nos instances Java, ils vont s'enregistrer dans le Discovery, donc dans Eureka. Et lorsque Pool veut appeler Sleep, il utilise les informations du Discovery d'Eureka pour faire son appel vers les Sleep. Donc ça, c'était la toute première architecture qu'on avait, qui fonctionnait très bien, mais... C'est vrai, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les architectures microservices. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font du microservice ici. N'hésitez pas à lever la main. Ok, très peu. Sur la première conf, ce qu'on disait, c'est que dans les architectures microservices et dans des infrastructures distribuées, dynamiques, en fait, plus ça va, plus on arrive dans un contexte où finalement on ne sait pas où les composants sont déployés, mais ils ont besoin de communiquer. Ils ont besoin de communiquer les uns avec les autres. Donc souvent dans une architecture microservice, effectivement, on va mettre en place des mécaniques un peu custom ou des briques logicielles de discovery où les éléments vont s'enregistrer pour pouvoir se découvrir. Nous, ce qu'on avait démontré sur la première conf, c'est que nous, on voulait abolir cet élément-là. On voulait arrêter d'avoir un outil, un autre logiciel à maintenir encore pour gérer le discovery. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on ait nos deux services et que Pool puisse envoyer des requêtes HTTP vers Sleep. Donc HTTP, Sleep 2.80 et après, il se débrouille, quoi. Sauf que du coup, c'est pas aussi simple. Donc là, effectivement, voilà, on a une jolie pool qui essaye d'appeler Sleep. Mais bon, le monde est vaste et malgré tout, on a besoin d'éléments pour qu'ils puissent se reconnaître. Du coup, on a utilisé plusieurs outils de la stack Docker. Dans un premier temps, on a commencé par utiliser tout simplement Docker pour containeriser nos applications. Et en faisant ça, en fait, on a déjà une première approche à l'aide des networks de type bridge. On a directement la résolution DNS qui est possible si les deux services sont dans le même network. Donc ça a déjà été une première étape qui nous a permis de nous affranchir de ce service de discovery. Mais ce n'était pas suffisant. Du coup, on a utilisé aussi Compose. Donc Compose, l'intérêt, c'est que ça va nous permettre, au lieu de taper toutes nos j'exagère, de taper toutes nos commandes à la main, etc., ça nous permet de faire une description de notre architecture pour pouvoir la déployer très facilement et donc définir ces networks de façon très simple.
C'est un petit inconvénient par contre, parce qu'on peut scaler les services, mais on n'a pas de load balancing intégré, et en plus c'est uniquement sur une seule machine. Et on a fini par utiliser Swarm. L'intérêt de Swarm, c'est qu'il inclut du coup des réseaux qu'on va appeler overlay, donc qui vont être définis sur toutes les machines qui vont appartenir au cluster Swarm. Et dans ce réseau overlay, on a donc la résolution DNS, mais on a aussi du load balancing qui est intégré. Donc là, on avait exactement toutes les fonctionnalités qu'on voulait pouvoir appeler directement via le nom de notre service, les instances de sleep, sans avoir à faire des configurations très très grosses. Voilà, donc là, avec tous les outils Docker, on avait montré comment effectivement s'affranchir d'une brique custom de Discovery, qu'on pouvait très bien utiliser des briques un peu plus réseau, et du coup de la gestion du réseau par Docker. Grâce à Swarm, on avait réussi du coup à mettre plusieurs instances de sleep et commencer à avoir vraiment du load balancing, donc on pouvait scaler vraiment comme on voulait. Et sauf que, en fait, on s'aperçoit que c'est pas suffisant pour de la prod. Pour la prod, vous avez d'autres besoins. La scalabilité, c'est une chose. Pour la prod, il y a d'autres besoins. Et donc, la première fois qu'on avait fait Stall, qu'on nous avait plus ou moins reproché, alors c'était pas vraiment un reproche, mais il y a des gens qui auraient aimé qu'on aille un peu plus loin dans Swarm. Donc là, c'est l'objectif. On va aller plus loin dans Swarm. Alors, Swarm, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a plusieurs orchestrateurs sur le marché, orchestrateurs de conteneurs. Donc, Swarm, il y a plusieurs composants. Il y a la possibilité de gérer du coup les nœuds, que ce soit des managers ou que ce soit des workers, mais ça c'est vrai pour tous les orchestrateurs. Il y a la possibilité de gérer des réseaux et du coup de gérer les mécanismes de discovery au sein des réseaux, de la résolution DNS tout simplement. La possibilité de load balancer avec différentes stratégies de load balancing, du round robin ou avec des algorithmes un peu plus compliqués. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on a vus sur la première, donc on va pas les aborder ici. Si vous voulez en reparler après, on en parle après, il n'y a pas de problème. Dans un orchestrateur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a forcément de la sécurité et des autorités de certification. Donc il y a forcément de la sécurité pour la communication entre les nœuds, etc. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité nécessaire. Il y a la possibilité, via Swarm, d'avoir les logs de vos services. Donc vous n'êtes plus obligé, si votre conteneur est démarré sur une machine, quelle que soit la machine sur laquelle il est démarré, vous pouvez avoir accès à sa sortie standard depuis un manager directement. Vous n'êtes pas obligé d'aller « Ah, il est démarré sur telle machine, alors il faut que je me connecte sur telle machine, regardez la sortie du conteneur. » Non, on peut voir directement les logs au niveau des services. Mais tout ça aussi, c'est des trucs qu'on n'abordera pas sur cette session. Sinon, on pourra en parler 2 jours, quoi. Donc, de la Advanced Scheduling, voilà, on va voir un peu comment planifier ou comment gérer le positionnement des conteneurs sur les machines. Quelles sont les différentes stratégies? Il y a la nécessité de gérer l'état de santé aussi des composants. Parce que bon, un process qui run ou un process qui run pas, c'est facile. Des fois, une application, c'est un peu plus complexe. C'est pas juste une histoire de process qui run ou qui run pas. Comment gère des rollbacks aussi, ça c'est intéressant. Quand on déploie une nouvelle version, si ça marche pas, comment on fait pour revenir en arrière? Est-ce qu'il y a des mécanismes automatiques? Et du stockage distribué. Ça, on verra ça, et c'est du coup dans les nouvelles versions, on verra effectivement comment utiliser le stockage distribué que Swarm utilise déjà pour la gestion des réseaux, etc. Et comment l'utiliser pour mettre d'autres choses dedans. Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, mais moi, je te laisse faire. Donc on va parler un petit peu du coup de comment on fait pour placer nos instances de façon un peu intelligente, pas le laisser faire je déploie sur toutes les machines de façon équitable. On a d'abord de la configuration qui est possible au niveau de nos nœuds en termes de worker ou de manager. Un nœud, il peut être soit worker, soit manager, soit les deux. L'intérêt, c'est que en fonction de la taille de votre cluster, vous allez vouloir des managers qui ne font que ça, qui vont avoir comme responsabilité uniquement de faire transiter les logs Raft et de faire du coup le scheduling, l'envoi des commandes aux nœuds qui vont être workers, qui eux vont simplement se charger d'instancier avec la configuration qui est passée par les managers. On a aussi une notion de disponibilité des nœuds.
Alors ça va être intéressant parce que du coup, on va pouvoir faire des opérations comme la pause, c'est-à-dire qu'on va lui dire arrête de déployer des conteneurs sur cet instant, sur ce worker-là, il est plus disponible, mais les instances qui sont déployées dessus continuent de tourner de façon normale. Donc ça peut être intéressant si jamais on a une charge via une autre application pour pas que Swarm utilise toutes les ressources de la machine. On a aussi la possibilité de faire du drain. Donc le drain, c'est coupler toutes les instances qui sont sur un worker, il va les redispatcher sur d'autres instances. Et après, du coup, la machine n'acceptera plus aucune nouvelle instance. Donc ça, c'est des opérations qui peuvent être utiles si jamais vous avez besoin de faire une mise à jour de votre OS, par exemple, d'une version de Docker ou ce genre de choses. On a aussi la possibilité, et là c'est un petit peu le cœur de comment on va placer nos instances, de mettre des labels sur nos nœuds. Donc soit sous forme de clé, soit sous forme de clé valeur. Et tout simplement, en fait, vous allez pouvoir lui dire, bah voilà, ça c'est des nœuds qui vont servir uniquement à héberger du front. Donc vous allez leur mettre la clé front en label. Ça c'est des data centers qui vont correspondre aux États-Unis et ça à l'Europe. Enfin voilà, on peut imaginer tout un tas de scénarios. Et du coup, en utilisant les règles qu'on a définies juste donc précédemment sur nos nœuds, on va avoir la possibilité de spécifier, bah voilà, je veux spread mes conteneurs sur les différents data centers qui existent. Donc il va essayer de répartir équitablement entre les différentes valeurs. On peut aussi mettre une contrainte de façon un peu plus agressive et lui dire que sur les nœuds qui correspondent au front ou que sur les nœuds qui ne sont pas dans la région Est, par exemple. Donc on peut définir ce type de contraintes. Souvent, c'est aussi des problématiques de ressources qu'on va vouloir adresser. Et donc, on va pouvoir faire de la limite et de la réservation de mémoire et de CPU. Alors, il faut faire un petit peu attention à cette distinction entre limite et réservation. La limite, c'est vraiment une limite dure. Au moment où votre conteneur va dépasser cette limite, il va être tué. Pas pour le CPU, puisque le CPU, du coup, il ne pourra pas utiliser plus de temps CPU. Il va être tué si vous dépassez la limite en mémoire. Alors qu'une réservation, c'est simplement pour que lui, au moment où il va faire son placement sur les différents workers, il utilise cette information pour savoir quelles sont les ressources qui sont encore disponibles après l'instanciation de ce conteneur sur cette machine. La règle globale, on verra dans le démo un petit peu plus en détail, mais la règle globale, c'est qu'il faut toujours réserver plus que ce que vous limitez. Sinon, ça peut ne pas avoir de sens et vous pouvez tuer vos conteneurs et tuer une machine parce que vous utilisez beaucoup trop de ressources. Donc on va passer à une petite démo maintenant, si tu veux bien. Allez, je veux bien. Alors voyons tout ça. Donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on a monté un petit cluster Swarm de 3 machines. Donc on vous passe l'initialisation du cluster, mais n'hésitez pas, on met le lien vers la première conf qu'on avait faite, elle est disponible sur YouTube, n'hésitez pas, toute la première partie en détaillé. Donc là ce qu'on dit, tout le monde voit bien, c'est bon, derrière au fond là, on voit bien, ok. Donc là ce qu'on dit, c'est on a monté un cluster de 3 machines. Hop, ces 3 machines là, et il y en a une ici, il y a marqué leader. Donc là, on a 3 machines, on a 3 workers et un leader. 3 workers, un manager. Donc qu'est-ce qu'on fait sur ces machines-là? L'idée, c'était d'avoir un Docker, service, non, je vais juste montrer ça, network. Donc ici, donc pareil, ça c'est un peu le résidu de la première conf. On avait créé un network overlay, du coup c'est le network qui est partagé entre tous les autres d'un cluster, qu'on avait appelé Disco. Donc là l'idée c'est de créer un service, Docker service create, on va créer un service Swarm, -name sleep, et puis c'est tout, -network Disco. Donc là, je crée un service sleep, Disco, et je vais lui donner l'image train sleep 100. Donc là, je crée sleep. Voilà, donc en haut, on voit, j'ai un petit watcher, on voit qu'il y a une instance de sleep qui est démarrée sur la machine 25. Alors on va faire pareil pour pool. Du coup, vu que personne n'a vu la première conf, on vous remonte ce que c'est censé donner. Pool. Non, j'ai oublié un truc. Donc là, j'ai recréé un service pool, sauf que j'ai oublié d'exposer un port. Docker service update. Publish add 8080
80. Donc là, ce que je dis, voilà, j'ai créé un service pool aussi, et je vais le mettre à jour parce que j'ai oublié d'exposer le port. Ok. Donc le temps qu'il démarre les instances. Voilà, une magnifique IHM. Donc l'idée, c'était qu'on vous propose une magnifique IHM qui montre que la pool est capable de traiter 10 requêtes par seconde. Là, on a un pool, une sleep, pool parallélise 10 appels, sleep attend 100 millisecondes pour chaque appel, donc 110, ok. Donc 10 appels secondes. Donc, ce qu'on avait fait, c'est que Docker service scale, sleep égale 3. Donc là, ce qu'on avait dit, c'est qu'en faisant ça, donc on passe le nombre d'instances de sleep à 3. Hop, et donc là, normalement, le temps que ça démarre, on va voir que ça monte. Ouais, bon, ça va monter. C'est du Java, il faut que ça démarre. Donc, ce qu'on disait, donc tu nous as parlé effectivement de disponibilité des nœuds. Donc, Docker node. Donc là, on va refaire des opérations sur les nœuds. Donc, on va updater un nœud. Donc, tu nous as parlé d'availability. Et tu nous as dit, tiens, on va faire une pause. C'est lequel mon leader? Disons que c'est le 25 le leader. Le leader, ici, là, celui-là, c'est bon, il y a une instance de sleep dessus, j'en veux pas plus. J'en veux pas plus parce que j'ai pas envie de surcharger le leader. Donc lui, je le mets en pause. Donc ce qu'on voit dans la répartition, la première, j'ai mis 3 instances de sleep, donc j'en ai une sur le 25, une sur le 248 et une sur le 172. Il est malin, il en a mis un sur chaque machine. Donc là, par contre, je vais lui dire, tiens, lance-moi 6 instances. Alors que j'ai mis le 25 en pause. Hop. Les 3 instances qui ont été déployées, 248, 172, 248. Donc là, le 25, on l'a libéré, donc on a toujours une instance qui tourne dessus, mais tous les nouveaux déploiements ne seront pas faits sur la machine 25. Maintenant qu'il est libéré, on va le délivrer. Libéré, délivré. Sauf qu'en fait, le master, je veux qu'il fasse juste master et j'enlève les instances. Et du coup, là, on peut faire du drain. Et donc, ce qu'on peut voir ici, là, sleep 1, c'est que celui qui était sur le 25, il a été shut down et il a été remplacé par une autre instance, 172, qui est running. Donc, alors, c'est pas hyper clair, mais c'est comme ça qu'on voit, en fait, dans Swarm. Il essaye de construire un peu un arbre. Donc, c'est comme ça qu'on voit l'arborescence. Donc, ça marche. On a vu de la pause, on a vu du drain. Bon, on va le réactiver quand même, parce que pour le reste, active. Paf. Donc, ce qu'on a dit, donc je vais en mettre 0. Voilà. Tu nous as parlé de label aussi. Docker node update. Pour les labels, typiquement, tiens, je peux faire un label add. Et puis je vais dire, tiens, data center. Ici, on est sur le data center BDX. Non, j'ai oublié un truc là. BDXIO. Sauf que j'ai plus en tête l'IP du. Non, ça marche pas. Je vais quand même. Hop, hop. Et je vais le faire sur. IO. Je vais le faire sur celle-là. Tac, la 172. Donc là, ce que je dis, je vais faire un update du nœud 172 et je vais lui rajouter le label Data Center BDX.io. Ok, très bien. Ça, c'est fait. Du coup, dans mon service, Docker Service Update, ici, je peux rajouter une constrainte. Constrainte add. Oui, il faut un A, peut-être. Peut-être pas, je sais pas. Et je vais rajouter une contrainte et je vais lui dire de se baser sur les labels du nœud, et notamment sur celui de le label Data Center. Et je vais lui dire, il faut que ce soit égal à BDX.io. Ok.
Et donc ça, c'est mon service sleep. Donc j'update mon service sleep et je rajoute une contrainte pour dire tu déploies que sur le data center BDX.io. Ah, ça n'a pas du tout marché, quoi. Ça n'a pas du tout marché, quoi. Label add. Quand tu l'as nommé, ton nœud BDX. Non, mais ton nœud, quand tu l'as nommé. Oui. 172. Ça n'a pas du tout marché. Update l'image pour voir. C'est peut-être un scale, ça fonctionne pas. Le scale, c'est l'update. Non? Alors. Alors là, j'anticipe un peu sur ma future conclusion. On va recréer le service, tiens. Non mais c'est l'update. C'est ton histoire d'update. Sleep. Hop. Je remets sleep. Donc je vais recréer le service et là je remets la contrainte. Constrainte. Node.labels.data center. C'est ça. C'est ce que je te dis, fais un update. Docker service update. Tu updates. Non, mais là j'ai recréé le service là. Ok. Bon, ça marchait hier, c'est dommage. Bon, c'est pas, on va pas perdre plus de temps. Bon, l'idée normalement c'est que sur les labels, vous pouvez rajouter tous les labels que vous voulez sur les nœuds et vous pouvez les rajouter en contrainte dans vos services. Donc là, en théorie, il aurait dû déployer que sur le nœud qui va bien. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc, tiens, je le remove, je le recrée, j'enlève la contrainte, ça sert à rien. Tu nous as parlé aussi de réservation de ressources et de limitation de ressources. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, reserve memory, on va bosser avec la réservation de mémoire. Là, les instances, j'ai 4 gigas par instance, je crois. Donc là, je vais dire que chaque instance qui va tourner, je lui alloue 3 gigas. Pourquoi pas? C'est du Java. Ok, donc là, il crée le service. Donc là, il n'y a qu'une instance qui tourne. Docker, service, scale, sleep égale 3. Donc là, pas de problème, il va me déployer il en déploie 1 par machine. Et si je fais 6, qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, il fait rien. Là, en fait, quand vous mettez 6 instances, les 3 dernières instances il ne peut pas les déployer, en fait, elles sont en pending parce que j'ai plus de ressources disponibles sur la machine, sur les machines. Sur le cluster, j'ai 3 fois 4 gigas et sur chacune des machines, il y a 3 gigas de bouffée par une instance. Donc il ne pourra pas déployer les autres instances. Et donc il restera comme ça, à vie. Voilà. Par contre, sur la limitation de mémoire, tiens, je limite la mémoire. Et je vais scaler à 6. Tiens, c'est parti. Et bien là, sur le scale à 6, sur la limitation de mémoire, là, il s'en fiche un peu. Il est running. La limitation, vous ne faites pas de réservation de ressources au niveau du cluster. En fait, le Swarm ne comprend pas qu'il a besoin de réserver de la mémoire. Par contre, le conteneur, lui, c'est container. Le conteneur, c'est lui, par contre, qu'il a des ressources limitées. Bon, je fais pas l'inspect parce que ça perdrait trop de temps. Mais l'idée, c'est qu'au niveau du conteneur, du coup, vous voyez bien qu'il a une limitation de mémoire à 3 gigas et que si jamais il dépasse, il est automatiquement killé par le démon. Bon, la première démo a presque bien marché, dis donc. Donc ça, c'est une chose. Donc là, on a vu un peu comment venir sur des options un peu avancées, effectivement sur de la topologie pour voir est-ce qu'on peut préférer des nœuds et tout pour les déploiements. Maintenant, on va parler d'update. Parce que c'est beau, vous avez une instance qui tourne, vos microservices tournent, c'est bien. Comment on fait pour déployer la V2 ? Comment on fait pour mettre à jour
nos conteneurs, pour mettre à jour nos images. Donc l'idée, c'est que quand vous mettez à jour vos composants, ben là c'est fini. Enfin, c'est fini l'époque où ah ben tiens, allez, c'est bon, on va arrêter le service. Donc on va le faire entre 3h et 5h du matin. On arrête le service, comme ça on peut mettre la nouvelle version du logiciel, on clique et on espère que ça marche, et puis sinon après le rollback, on va en chier un peu, quoi. Donc là l'idée c'est comment on assure de la haute disponibilité, et même sur du coup sur l'update. Grâce à Swarm, vous pouvez modifier les configurations de vos services. D'ailleurs, toutes les modifications que vous faites sur les services ne nécessitent pas forcément un redémarrage des instances. Il y a des options qui seront appliquées au prochain déploiement. Et du coup, l'idée, c'est que vous pouvez commencer à jouer avec des stratégies d'update, à dire, ben, lorsque je fais une modification d'image, par exemple, je veux upgrader mon composant, je veux passer en V2, je peux dire, ben, sur toutes les instances qui sont démarrées, tu vas les remplacer 2 par 2, 3 par 3, 5 par 5 ou 1 par 1. Donc vous pouvez jouer avec le parallélisme. Vous pouvez jouer aussi avec l'order. Dire, ben, tu coupes une instance ancienne, tu déploies une nouvelle instance et t'attends qu'elle soit démarrée, et ensuite tu passes à la suivante. Ou alors vous pouvez choisir de démarrer la nouvelle et une fois qu'elle est up, couper l'ancienne. Et enfin le délai. En fonction du parallélisme et de l'ordre, une fois qu'il a fini une opération, combien de temps vous mettez de pause avant la suivante. Donc on remplace 2 instances, et puis il y a un délai de 5 secondes avant le déploiement des 2 autres instances. On va faire une petite démo, en espérant que j'ai plus de chance que notre ami Jérémy. Du coup, alors là on a encore des instances qui tournent. On va la scale, elle est à combien? Il y en a 6 là? Oh bah oui. Hein. Très bien, on en a 6. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la stratégie d'update. Donc on va utiliser les paramètres dont il a parlé. Donc l'update order par exemple. On va lui dire que avant de tuer une instance, on va en démarrer une autre. Ce qui peut être plutôt intéressant dans la plupart des cas. Par défaut, il est en stop first, il faut le savoir. Donc c'est pas très bien en général. On va changer le délai d'update. Entre 2 déploiements, on va dire, on attend, je sais pas, 3 secondes. Bon, on n'a plus beaucoup de temps. Et on va dire qu'on les déploie 2 par 2. Sur le service sleep. Alors là, vous voyez que j'ai modifié la configuration en termes d'update, mais du coup, il n'y a eu aucun redéploiement. Là, notre application, elle est restée dans l'état dans lequel elle était avant. Comme il le disait, à chaque fois, ça ne va pas forcément redéployer. Là, on va changer la version d'image, du coup. Clean un peu. Hein, hop. On va mettre image version 2, deep-on-train. Et cette modification... Cette modification d'image, là, va entraîner un redéploiement de nos instances. Alors là, il va falloir regarder parce que ça va aller vite, assez vite du coup. On a... Slip 4 et Slip 5 là, qui sont en train de redémarrer. Ah voilà. Slip 6 aussi. On voit qu'il refait les déploiements 2 par 2 et qu'il attend un petit peu avant de redéployer de nouvelles instances. Donc là, Slip 4, Slip 5, c'est les premiers qui ont été traités. Là, il y a Slip 6 qui vient de passer. Hop. Et voilà. Et on voit qu'on a un déploiement qui se fait. Et très rapidement, en fait, on a 7 instances de Slip sur 6 parce qu'il attend, il fait d'abord le start et il attend que l'application soit véritablement lancée avant de tuer l'ancienne, grâce à notre start first. Et là, on se retrouve bien, du coup, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu bas, mais on a bien nos 6 instances qui sont déployées. Voilà. 6 instances. Donc on est content, on a réussi à faire un petit peu un déploiement un petit peu plus intelligent que ce qu'on avait auparavant. Donc voilà, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. On va parler d'un truc qui est assez fondamental dans les orchestrateurs, c'est la gestion de l'état qu'on va appeler voulu, Desired State Management. En fait, dans vos orchestrateurs, quand vous allez créer un service, ce que vous allez faire, c'est pas juste lui dire déploie-moi une instance
c'est vous allez lui dire, il faut me déployer cette instance, mais j'en veux tant. J'en veux 4, j'en veux 5, j'en veux 10. Et pour savoir si vos instances sont up, par défaut, Docker va simplement vérifier que le process qui tourne, qui est censé tourner dans votre conteneur, fonctionne correctement. Dans le cas contraire, il va tuer votre conteneur et en redémarrer un autre, grâce à cette notion d'état voulu. Parce qu'en fait, à chaque fois que quelque chose ne va pas bien, il va redémarrer votre instance pour toujours essayer d'avoir le nombre d'instances que vous aviez spécifié, ainsi que les contraintes, etc. On a une autre notion qui peut s'ajouter à juste ce else du conteneur, c'est la notion de health check au niveau de l'application en elle-même, en fait. On va pouvoir ajouter au statut normal une information de l'état de santé de votre application qui peut dépendre d'autres composants de votre applicatif, par exemple d'une base de données. Il faut vérifier que cette base soit up pour que votre service tourne correctement. Si jamais c'est autant couplé, il peut y avoir un problème. Et du coup, vous allez pouvoir définir dans votre Dockerfile la commande à exécuter au sein de votre conteneur. Donc, c'est bien à l'intérieur du conteneur que ça s'effectue avec Docker Swarm, et pas de façon externe que ça peut l'être avec d'autres orchestrateurs. Et vous allez pouvoir lui dire, tu essayes d'appeler ce health check toutes les X secondes. Si jamais ça time out au bout de 20 secondes, tu considères que c'est pas bon. On peut mettre une grace période pour des applications, par exemple en Java, qui seraient un petit peu lentes à démarrer, qui auraient beaucoup de pré-processing avant que l'application soit up. Et voilà, et on peut définir pas mal d'informations de ce type-là. On peut le surcharger au niveau du service lors de la création. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que toute cette intelligence, elle est contenue dans votre application. Mais par contre, comme elle est contenue dans l'application, ça veut dire que vous pouvez potentiellement avoir besoin d'outils externes. Typiquement, dans une application web où vous allez avoir un endpoint else, je pense par exemple avec Spring Boot avec Actuator, vous allez avoir un endpoint de else, vous allez vouloir faire une requête sur ce endpoint pour vérifier que tout va bien. Et bah, typiquement, il va vous falloir curl à l'intérieur de votre conteneur. C'est pas forcément quelque chose que vous avez envie normalement. Et du coup, si on utilise un petit peu ces informations-là de health check, on a la possibilité d'avoir des stratégies d'update qui sont encore un petit peu plus poussées. Où on va pouvoir avoir du coup des actions en cas de failure. Si votre health check ne fonctionne pas, que votre application ne répond plus, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? On dit tant pis, c'est pas très grave. Est-ce qu'on met l'application en pause? Est-ce qu'on fait un rollback de la version? Donc voilà, il y a pas mal de stratégies qu'on peut mettre en place, et notamment le rollback qui est assez intéressant. Si vous faites un déploiement comme on l'a vu tout à l'heure, où vous faites du parallélisme, mais où vous mettez une durée qui est assez grande pour avoir le temps de voir un petit peu ce qui se passe, et que l'une de vos applications fail au moment où vous l'updatez, vous pouvez décider de rollback et de mettre une stratégie de rollback pour repartir dans le sens inverse. Donc vous avez un petit peu un moyen assez sûr de faire vos updates. Comment ça marche au sein de votre configuration? En fait, vous allez avoir deux parties. Quand vous faites un Docker inspect, vous allez avoir deux parties sur votre service. La première partie qui va correspondre à la configuration actuelle de votre service. Donc qui va définir toutes les contraintes que vous avez mis, les réservations de mémoire, etc. Et une seconde partie qui va correspondre à l'état précédent, qui donc lors du rollback va être utilisé. Et ce qui est intéressant, enfin ce qui est un petit peu étrange, c'est que si jamais vous rollbackez une version, en fait, votre précédente version, enfin votre version courante passe dans le rollback, en fait. Elle s'inverse. Donc ça veut dire que vous aurez une version dans Preview Spec qui potentiellement aura un problème, puisque c'est la version qui aurait été rollback. Bon, généralement, une version rollback, c'est pas quelque chose que vous remettez en production tout de suite. Donc voilà. Donc on va faire une petite démo. Oui, puis c'est quand même rare que tu fasses un rollback et de rollback. Ouais, ça fait un peu des cycles. Ouais. Yes. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé de health check. Voilà, donc on a fait un petit Dockerfile, alors relativement classique, parce que maintenant on fait du multistage. Je ne sais pas si vous avez vu ça chez Docker. Maintenant, dans le Dockerfile, on peut spécifier deux parties, une partie de build et une partie de run. Donc là, on a une première étape qui est la construction de notre jar, et la deuxième pour le run. Et du coup, dans le Dockerfile, on a rajouté l'instruction health check, avec, comme tu disais Florian, une start période 5 secondes, intervalle du retry, et la magnifique commande. Donc nous, effectivement, on expose un /docker-else qui renvoie juste un code retour HTTP 200 ou 500, si ça va pas. Et voilà, et du coup, il y a juste une instruction curl. Donc comme tu disais, eh ben, ça nécessite que curl soit embarqué dans l'image, quoi. Ok,
OK. Donc, le health check est configuré au niveau de notre image. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, ce qu'on va faire... Donc, toi, tu as fait ça. V2, là, du coup. Je suis déjà en V2. OK. Ouais. Est-ce que je montre ça? Tu peux. À partir du moment où vous avez défini un health check dans votre Dockerfile, Docker sait qu'il peut exécuter un vrai health check. Donc maintenant, vous avez cette information-là. Dans le statut, là où avant, vous aviez juste up depuis 6 minutes, maintenant, vous avez l'information comme quoi le health check est OK ou il est KO. Donc LC et unLC. Donc, notre service est démarré. Docker service update. Donc là, ce qu'on va dire, c'est on va essayer de le passer en V3. Sauf que moi, je sais que le mec qui a fait la V3, c'était un peu un fanfaron. Et je pense que son code est pourri et je pense qu'il ne marche pas la V3. Du calme. Je pense qu'il ne marche pas. Donc c'est quoi? C'est du update failure action, là? Update failure action. Et donc là, sur le update failure action, moi je vais dire, là, je fais du rollback. Automatiquement, parce que la V2, elle marche. Moi, je sais qu'elle marche, la V2. Donc moi, j'ai pas de souci. C'est tout. C'est tout. Je fais juste ça. Donc là, j'ai mis à jour sleep. OK. Parfait. Donc là, forcément, pas d'opération particulière. Docker service update. Donc je vais updater mon service. Et sauf que cette fois, du coup, je vais lui mettre l'image ip.train sleep v3.0.0. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Elle est où? C'est un peu le bazar, là. Hein. Il y a un peu de monde, non? Il y a un peu de monde. Tiens, ici, là. On en a une ici. Starting 8 seconds ago. Ouais. Hop. OK. Donc là, on a une V3 qui est en train de... Ah, ça a bougé, là. Ça a bougé. Ça bouge. On en est où? Là. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ça. OK. Donc là, ce qui nous intéresse là-dessus, c'est que on avait une V2. Ici, là, on avait une V2 qui était en train de tourner sur la 248, qui était en cours de running, qui était running depuis 8 minutes. On a essayé de déployer la V3. Hop. Sauf que moi, je sais que le S-check, il est KO de la V3. Donc, automatiquement, en fonction de la start période, donc qui est la grace période, et puis les S-check, au bout d'un moment, il a considéré que la V3, elle était KO. Donc, il l'a killé, shutdown, et il a arrêté le déploiement. Il est resté en V2. Parce qu'on était en start first, du coup, avec les précédentes configurations. C'est vrai. En stop first, vous auriez vu effectivement que la V2 aurait été killée, il aurait essayé de déployer la V3, elle aurait été killée, il aurait redéployé une nouvelle V2. Là, on était effectivement en start first, parce que nous, l'interruption de service, c'est un truc qui nous fait peur. Ça fait peur. OK. Eh bien, c'est bon. C'est bon. On peut continuer. On va entamer du coup notre dernière partie. Et c'est toi qui vas continuer d'ailleurs. Configuration management. Bon voilà, après sur le rollback, on va pas plus loin, mais effectivement, c'est pas déconnant d'avoir une stratégie d'update où on va les faire un par un, et à partir du moment où il y en a un ou deux qui sont KO, à ce moment-là, on rollback tout d'un coup, quoi. C'est pas déconnant d'avoir deux stratégies différentes sur l'update et sur le rollback. Parlons un peu de configuration dans Docker Swarm. Il y a un nouvel objet Docker qui existe depuis la 17.06, qui est la Docker config. Donc l'idée, c'est qu'en fait, dans un cluster, vous avez souvent besoin de mutualiser de la conf, des URL de base de données, je sais pas quoi, plein de trucs. Mais vous avez besoin effectivement de mutualiser de la conf pour potentiellement plusieurs services différents. Donc Docker a fait ça, ils ont créé un objet config qui est uniquement disponible au service et plutôt utilisé pour de la donnée non sensible, et qui est stocké dans le log raft, donc partagé entre les masters du cluster.
Et à chaque fois que le service va déployer un nouveau conteneur, tous vos objets de configuration que vous voulez embarquer dans le conteneur seront directement montés dans le conteneur file system. Donc sur / le nom de la config. C'est du file system. Et si vous avez besoin de gérer des choses un peu plus sensibles, eh ben ils ont aussi créé les secrets. La différence entre les secrets et la config, c'est que les secrets, du coup, tout est chiffré. Et que c'est plus dans /, c'est dans /run, /secret, / le nom du secret. Et c'est pas vraiment en file system, c'est du file system in memory. Voilà, comme ça, on peut pas aller avec nos petites mains dans le file system pour voir ce qui se passe. Bref. Voilà, c'est la grosse différence entre les deux. Donc l'idée, voilà, c'est que tout est stocké au niveau des managers. Rien sur les workers. Et les workers, c'est uniquement au démarrage d'un conteneur. Au démarrage d'un conteneur, c'est le master qui va envoyer l'information et qui va monter le secret ou la config dans le conteneur. On va faire une petite démo là-dessus rapidement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, on va créer une petite config. Alors, on va regarder si on a des... On a déjà un secret. Je vais l'enlever. Ah tiens. Ça veut dire qu'on aurait répété la démo ? Ouais, peut-être. Ok, donc on va recréer du coup ce secret. C'est juste pour vous montrer que c'est pas du bullshit. Hein. Donc on va créer cette config. On va l'appeler BDXIO 2017 YOLO. Et on va mettre ça au pipe. Ouais, c'est pas un Mac. Docker secret create. Donc c'est des commandes en fait qui sont assez intuitives. On va lui donner le nom de la config. Donc c'est BDX. Et voilà. Et on va lui dire de prendre ce que j'ai passé dans l'écho avant. Donc là, il m'a créé un secret. Ce qui est cool, c'est que si on essaie de... Donc là, il y a notre secret. Mais si on fait un inspect dessus, en fait, on va pas pouvoir récupérer les datas. On va juste avoir des informations un peu globales, type l'ID, quand est-ce qu'il a été créé, etc. Mais on n'a pas les données. En fait, au repos, les secrets, ils sont jamais accessibles. Un nœud n'a jamais accès aux secrets, sauf si un conteneur qui lui est attaché a accès aux secrets. Donc ça apporte de la sécurité même au repos. Et là, en plus, on n'a même pas accès aux données de toute façon. Donc ce qu'on va faire... Clean un peu. Hein ? Clean la console. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que on va attacher ce secret Docker service update à notre service lib. Secret-add. On va lui ajouter le secret BDX. Non, d'abord on va update. On va update l'image parce qu'on va prendre une image qui va utiliser ce secret. Train /4.0 sur Slip. Donc on lui met la version 4. Ce qu'on va faire, c'est que... Ah non, il y a d'autres trucs à faire. Attendez, on va le recréer, ça sera plus simple. Non, mais tu peux publier le port à la volée, ça marche. Ok, on va publier le port à la volée. Publish port. Parce que ce service-là, en fait, expose un port pour recevoir les requêtes HTTP, mais nous, on ne l'avait pas mappé sur notre routing mesh parce qu'on n'avait pas spécialement d'intérêt par rapport à ça. Donc, on va lui publier le port. Non, c'est publish add. Hop. Donc, on a ajouté le port 8081 sur notre routing mesh pour attaquer notre service slip. Donc là, sans avoir attaché de secret, hop, si on va sur notre port 8081 et qu'on fait un /request... Ça marchera pas. Pourquoi ? Pourquoi sur le localhost ? Ah oui, merde. L'habitude des démos en local. Hop, donc on prend un de nos nœuds AWS. Voilà. Et là, son secret est inconnu. Contrôle molette, là, que tout le monde voit bien. Que tout le monde voit bien ? Ouais, enfin, il n'y a pas écrit 50 000 trucs. Voilà. Hein.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attacher notre secret. Faut que je me dépêche. Hop. Update. Secret. Add BDX asleep. Donc là, on lui attache le secret. L'intérêt, c'est que ça fait directement. Et le temps que ce soit monté. Non, mais c'est du Java, faut que ça redémarre. Il te les redémarre aussi. C'est bon, là, t'en as qui sont running. Bon, et ma chance. Non, mais. Voilà. Voilà. Il fallait être un petit peu patient, mais on a laissé nos stratégies d'update, du coup c'est un petit peu lent. Donc on a bien notre message qui est récupéré du coup de notre secret. Donc ça peut vous servir si vous avez besoin de vous connecter à vos bases de données, que vous n'avez pas envie de filer tous les accès à vos développeurs sur les bases de données de production par exemple. Vous pouvez les mettre dans de la configuration et les développeurs l'utiliseront sans avoir à modifier quoi que ce soit ni avoir accès directement à vos données. On va finir du coup par une petite conclusion. On n'est pas trop mal au niveau du timing. Alors Docker Swarm, un petit peu pour terminer, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment très très simple. Il y a vraiment, c'est assez intuitif dans l'ensemble des commandes. C'est un petit peu verbeux, mais c'est assez intuitif. Et on arrive à faire des choses assez complexes très facilement. Donc ça, c'est plutôt le point positif. Il y a plein de choses qui sont un petit peu production ready directement sans avoir à ajouter des plugins externes ou des autres outils, puisqu'en fait on utilise tout l'écosystème Docker directement. On l'a pas montré, mais là on vous a tout tapé à la main pour vous montrer un petit peu les commandes, mais on peut vraiment simplifier beaucoup ça en utilisant ce qu'on appelle des stacks. Donc en fait, ça va être tout simplement des fichiers compose où vous allez pouvoir définir vos stratégies d'update, de rollback, qu'est-ce que vous faites en termes d'allocation mémoire, CPU, etc. Vous allez avoir des fichiers YAML qui vont définir toute votre architecture de service. Donc ça, après, ça fait vraiment quelque chose de production ready que vous pouvez versionner, que vous pouvez utiliser automatiquement, etc. Mais il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Attends, reviens. Attends. Juste un mot avant, je vais juste avoir monsieur. Juste un mot en conclusion. Du coup, moi, je suis là un peu plus pour nuancer. Hein, parce que toi, tu dis que c'est tout rose. Moi, je suis là un peu plus pour nuancer. Là, ce qu'on a vu, par exemple, quand on a fait les nodes avec les contraintes, et c'est ce que moi, je constate je crois que t'as oublié un S. Ah, ok. Bon, alors si c'est ça, c'est ma faute. Mais non, mais ça arrive de temps en temps. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont pas tout à fait sèches. Et il y a certaines options, quand on les met à la création du service ou quand on les met en update de service, il y a des fois ça marche, mais il y a des fois ça marche pas, on sait pas trop pourquoi. Bon, bref. Il y a une autre nuance, là, la dernière DockerCon à Copenhague, là, ils ont annoncé le support natif de Kubernetes. Donc voilà, on finira juste là-dessus. C'est juste question ouverte. C'est juste question ouverte. Est-ce que d'annoncer le support du Kubernetes n'est pas en train de signer un peu la mort de Swarm? Question ouverte. On peut en discuter toute la journée. On traîne par là, quoi. Quelques ressources si vous voulez, et notamment tout le code disponible. Alors on va remettre à jour les readme pour qu'ils soient bien propres, mais donc sur le GitHub. Il y a aussi un petit peu de doc. Le dernier lien, c'est le lien de la première version, si ça vous intéresse un petit peu notre cheminement pour passer du microservice full Java à quelque chose containerisé avec du discovery internalisé. Et voilà, et on reste dispo pour des questions. On a une petite minute. Si quelqu'un a des questions, merci à vous en tout cas. Questions? Pas de questions? Rien? Ok. Merci. Merci.